Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat. Et oui, vous avez vu aujourd'hui, nous avons changé de décor. Nous sommes au centre évangélique, à l'espace Charenton, à Paris. Et donc c'est avec un grand plaisir que je reçois la Fondation Oikonomia. Peut-être que le nom ne vous dit rien pour le moment, mais nous allons voir dans un petit instant avec les deux invités que j'ai sur le plateau. Et donc je reçois avec plaisir Étienne Lermano, bonjour, le président de la Fondation Oikonomia. Bonjour. Donc je reçois aussi le secrétaire général de la Fondation, qui est donc Patrick Dudas. Bonjour. Voilà, donc alors, je vais m'adresser d'abord au président. Une fondation, donc non pas une association. On va voir tout à l'heure donc la différence, mais ce qu'on peut dire déjà, le nom est spécial. Donc d'où vient-il et que veut-il dire? Alors le nom oikonomia vient du grec et du grec biblique. En fait, il veut dire intendance, gestion et au fond pour une fondation, faire de la bonne gestion avec les dons que le Seigneur nous fait, c'est la meilleure des choses. Très bien. Alors pourquoi? D'où est venue cette fondation? D'où est venue l'idée? Comment elle a émergé? Alors elle a émergé par une idée de Patrick Dudas que vous entendrez tout à l'heure, parce que nous avons organisé un grand événement au Stade du Havre, au Stade Océane du Havre, pour les jeunes et aussi pour tous les chrétiens. Et nous nous sommes aperçus très vite qu'une association ordinaire avait des limites pour organiser un tel événement. Donc Patrick Dudas m'a dit, à l'issue de cet événement, j'ai une idée en tête, il faut qu'on fasse quelque chose, je te recontacterai quand le moment sera venu. Et donc, il m'a contacté quelques temps plus tard pour me dire, ben voilà, je pense à une fondation. Voilà, donc une fondation qui a été créée, si je ne m'abuse, le 6 janvier 2023. Tout à fait, mais qui a été en gestation pendant 3 bonnes années avant sa naissance officielle. Alors expliquez-nous un peu comment justement cette création officielle a été faite. De mémoire, en 2022, il y a eu déjà une approbation du ministère de l'Intérieur. Alors c'est du Conseil d'État. En fait, c'est un ensemble d'opérations administratives. La première, c'est effectivement, d'un point de vue administratif, d'avoir un accord du Bureau des associations et fondations du ministère de l'Intérieur, qui lui a présenté notre dossier au Conseil d'État, qui lui donnait un avis favorable ou non. Ça, c'était en octobre 2022, plus rapidement que nous ne l'espérions, grâce au Seigneur. Et puis ensuite, il fallait qu'un décret signé par la Première ministre, Elisabeth Borne, soit promulgué pour qu'enfin la Fondation voie le jour. Alors j'ai lu, donc, avec une brochure très bien faite par vous. Donc vous définissez vraiment ceci comme une fondation, vous faites du mécénat, ça a été reconnu comme intérêt public. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi la différence entre donc, la fondation et une association, puisqu'on le rappelle, ce n'est pas une association mais une fondation? Alors effectivement, la fondation est un organisme juridique assez peu courant en France, il y en a 700 environ en France, ce qui est très peu, alors que des associations, il y en a plus d'1 million, largement plus d'1 million. Ça donne déjà une idée de la différence. La grande différence entre les deux, c'est que d'abord une fondation n'a pas d'assemblée générale, elle est entièrement pilotée par un conseil d'administration, mais aussi elle a en son sein un représentant du gouvernement français. Parce que, comme elle est reconnue d'utilité publique, elle a des avantages fiscaux les plus importants qui puissent exister, mais du coup, elle est évidemment contrôlée pour qu'avec l'argent, on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Et donc, tous les projets que nous pouvons mener sont uniquement des projets d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adresser à des publics indiscriminés. On ne peut pas le faire que pour une partie du public, que pour des chrétiens. Non, non, ça doit pouvoir concerner l'ensemble de la population. Très bien. Alors merci. Je reviens vers vous dans un petit instant. Donc cette fois-ci, je me tourne vers Patrick Dudas. Donc vous êtes le secrétaire général de la Fondation Oikonomia. Et comme l'a dit donc, votre président,
vous avez eu cette idée. Donc, expliquez-nous un peu comment ça a émergé dans votre tête. Et après le temps passé en réflexion, vous êtes revenu vers Étienne Lermenot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre tête? Alors en fait, il y a plusieurs vecteurs. Étienne n'a pas précisé que depuis 10 ans en arrière, nous étions tous les deux dans le bureau du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, où j'étais moi-même le trésorier, Étienne étant le président. Et déjà à ce moment-là, lorsque nous avons voulu organiser un certain nombre de choses, nous avons vu que nous avions peu de moyens financiers. Et donc le CNEF a une vocation plus de fédération et de représentation. Et lorsqu'on organise des événements, c'est compliqué. Nous avions aussi siégé à l'époque à la Fédération protestante. Et on avait là-bas vu l'émergence de la Fondation du protestantisme qui nous avait aussi donné cette idée. Donc le temps a passé. Je suis moi-même aussi chef d'entreprise et aussi président d'association. Et à un moment donné, je me posais aussi la question, comment donner plus, puisque je donnais déjà en tant que propriétaire du mécénat. Et je me suis dit à un moment donné, si j'apporte des parts sociales de l'entreprise, il faut que ce soit sécurisé dans quelque chose d'assez grand, de pérenne. Et donc une fondation reconnue d'utilité publique, c'est exactement un outil qui a vocation à durer pendant des années, au-delà de notre propre vie. Et il faut y mettre un certain nombre d'éléments institutionnels dont aujourd'hui on retrouve des partenaires de grande qualité, la Fondation La Cause, le CNEF, les associations familiales protestantes, qui sont des organes qui dans 20-50 ans nous succéderont et continueront dans la même vocation. Voilà, non, mais avant d'aller vers les partenaires, puisqu'on les citera tout à l'heure, vous avez été en 2020, vous êtes président de Bouge ta France. Oui. Et vous avez décidé de faire un geste quand même, je dirais, incroyable, c'est-à-dire céder la moitié de vos parts. Oui, c'est ça. Alors en 2017, oui, on a fait Bouge ta France au Havre, qui est quelque chose, un événement qui a rassemblé 1200 jeunes et qui a rassemblé aussi 6000 chrétiens qui sont venus prier dans le stade. Et je crois qu'à partir de là, il y a eu comme un acte spirituel de poser qui a ouvert aussi les choses. Nous étions en relation avec les autorités. Vous savez aussi que le maire du Havre est Édouard Philippe, qui a aussi été Premier ministre. Et donc ces portes-là nous aident derrière aussi pour avoir une reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Alors après, l'affaire d'apporter la moitié des parts de l'entreprise, qui vaut effectivement plusieurs millions, c'est aussi ma conception. Moi, j'ai reçu l'entreprise gratuitement par un concours de circonstances et à un moment donné, j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit, voilà, cette entreprise, elle est là pour te servir et elle s'est développée. On a démarré il y a 25 ans, très petit. Voilà, c'est une affaire de 10 000 euros et aujourd'hui, elle vaut 10 millions. Et finalement, Dieu a fait prospérer l'entreprise. Et moi, je me suis dit à un moment donné, comment je vais pouvoir continuer à bénir? Et au-delà de moi-même, est-ce que ça continuera à bénir? Est-ce que mes enfants continueront à bénir? Je ne sais pas. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion, finalement, si j'apporte la moitié des parts dans quelque chose qui est, voilà, avec un conseil d'administration de qualité, eh bien, les choses continueront. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ce qui permet aussi d'apporter un dividende prioritaire où chaque année, on peut apporter de l'argent qui va alimenter la fondation pour des projets et aussi pour les permanents. Alors, très bien. Et au final, Oikonomia, on a défini l'origine du mot. Aujourd'hui, quel est le but réel de cette formation ? De cette fondation, pardon. Alors, elle a deux axes principaux. Premièrement, elle a la particularité d'être gestionnaire aussi d'établissements. Nous avons un établissement pour personnes âgées qui accueille 25 personnes âgées donc, dans le sud de Calvados. Et puis un autre établissement qui est le Château de la Guerche, où là nous avons un domaine de 17 hectares, où il y a une résidence senior donc pour des personnes encore valides, et aussi un grand parc où nous faisons aussi du scoutisme. Donc on accueille des groupes de scouts. Voilà, ça c'est les domaines où nous-mêmes nous sommes gestionnaires. Et on va en développer certainement d'autres dans l'avenir. Et puis après nous avons un domaine qu'on appelle redistributif, où là nous sommes, je dirais, à l'écoute des gens qui apportent des projets. Et il y en a de nombreux au niveau associatif en France, en Outre-mer, où là il y a des projets dans les associations et nous sommes là pour pouvoir donner des coups de pouce, des subventions entre 2 000 et 5 000 euros. Et cette année nous allons distribuer 100 000 euros environ de subventions. Donc vous trouvez d'ailleurs dans la brochure un certain nombre de projets pour lesquels on a abondé donc dans 5 domaines. Voilà, donc les 5 domaines, donc je le rappelle, le social, l'éducatif, le médico-social, l'humanitaire, l'artistique, culturel et événementiel. Donc voilà, vous avez vraiment une palette très large.
Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous définir justement, Étienne, tous ces domaines d'action, par exemple le social. Alors déjà, c'est des associations qui viennent vers vous, uniquement des associations, on le rappelle, de loi 1901. Tout à fait. Voilà. Voilà, alors nous ne pouvons pas, c'est la loi qui nous l'interdit, subventionner des églises, associations, loi 1905. Parce que ça, c'est cultuel. Donc, nous nous adressons uniquement à des associations, loi 1901, qui font du travail dans divers domaines. Dans le domaine social, par exemple, c'est toutes celles qui font de l'accueil d'urgence, de l'éducation spécialisée pour les adolescents, les adultes, tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine social. C'est extrêmement large. Et d'ailleurs, dans ce domaine, on pourrait même, nous, on a un projet en tête, développer un hôtel social. Mais là, il y a des associations qui s'approchent de nous. Je pense à Poitiers, par exemple. Eh bien, ils ont une action de pizza solidaire. Donc, nous les avons aidés pour, je crois, acheter ou financer un food truck pour qu'ils puissent continuer leur travail dans les quartiers. Et l'argent qu'ils collectent sert justement au social. Voilà, par exemple, le genre de projet qui peut être financé. Très bien, donc je pense que cela a dû faire déjà plaisir et encourager beaucoup d'associations chrétiennes parce qu'on connaît les difficultés que des associations en général rencontrent, mais notamment les associations chrétiennes, quand elles doivent avoir des fonds, ça peut être un peu compliqué puisque elles font notamment appel à des dons. Oui. Voilà. Et donc vous venez en supplément, donc vous faites du mécénat. C'est ça, tout à fait. Alors nous ne prenons pas en charge tout un projet, nous prenons en charge une partie. En général, nous voulons plutôt aider à lancer un projet plutôt qu'à financer son fonctionnement. Parce que si le projet ne se finance pas lui-même quand il est en route, bah c'est qu'il n'a pas d'avenir en fait. Donc c'est plutôt un coup de pouce pour lancer des projets et on est particulièrement sensible aux projets innovants. Des choses qui pourraient être un peu nouvelles, un peu créatives, qui décalent un peu mais qui sont tellement nécessaires. Si on parle du social, dans une France où il y a quand même 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça paraît incroyable de le dire, mais c'est une réalité et il y a d'immenses besoins. Alors tous ne sont pas seulement matériels, mais évidemment, hein, vous le savez, si quelqu'un a mangé, il est plus disposé à entendre, à être accompagné que s'il a faim. Voilà par exemple des domaines d'intervention. Alors, tout à l'heure, nous reviendrons avec monsieur le secrétaire général donc, de la Fondation Oeconomia. Mais avant, peut-être, il y a des personnes en demande, mais des personnes aussi qui voudraient peut-être aider à donner. Alors, comment ces personnes peuvent vous contacter et puissent faire partie donc, de cette fondation? Alors, vous faites bien de le dire. D'une part, nous aidons. Alors, ce ne sont pas des personnes privées, hein, ce sont toujours des personnes morales, donc des associations. Mais effectivement, après, de l'autre côté, nous avons des personnes privées ou morales qui disent, ben voilà, nous aimerions soutenir un des projets qui apparaît sur votre site. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, tout simplement, hein, nous pouvons collecter des fonds. En échange, les personnes reçoivent un reçu fiscal qui leur permet de déduire cela de leurs impôts, impôts sur le revenu ou impôts sur la fortune immobilière, ou bien si éventuellement ils préparent leur succession, ils peuvent faire un legs, ils peuvent aussi faire une donation de leur vivant. Hein. Je pense à des gens qui pourraient eux-mêmes hériter de quelque chose et dire ben, je n'en ai pas vraiment l'utilité, je vais le donner pour que ça serve à des œuvres utiles. Une fondation est tout à fait habilitée à recevoir une donation qui va ensuite servir au domaine soit indiqué par le donateur, soit laissé libre par le donateur. Parce que parfois, par confiance, le donateur peut dire ben, écoutez, faites-en le meilleur usage, mais que ça aide des personnes dans le besoin. Très bien, merci. Alors, Patrick Dudas, on va y arriver. Hein. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc, des personnes qui peuvent aider. Cette fois-ci,
comment les personnes qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire les personnes morales, les associations, comment elles peuvent s'inscrire dans cette fondation? Alors aujourd'hui, donc, il y a un site internet qui permet donc de télécharger un certain nombre de documents qui vont permettre d'être remplis et de passer après. Donc il y a 5 domaines d'activité de la Fondation, comme cela a été dit tout à l'heure. Et nous avons donc au sein de la Fondation 5 commissions qui sont des commissions de travail dans lesquelles on retrouve des administrateurs et qui vont instruire les dossiers qui vont être présentés. Voilà, donc il suffit de télécharger le dossier. Ensuite, les commissions se réunissent tous les mois ou tous les 2 mois. Et quand la commission a sélectionné un certain nombre de dossiers, ça monte au conseil d'administration qui prend la décision. Et les fonds, après, sont débloqués moyennant la signature d'une petite convention dans laquelle on demande à l'association de s'engager pour le bon usage de cet argent qui va être affecté, de nous permettre aussi de l'évaluer derrière. Et donc, nous avons déjà la joie d'avoir distribué une dizaine de bourses cette année, entre 3 et 5 000 euros qui sont partis dans des beaux projets qui nous ont été présentés. Et je dois dire que pour l'instant, nous n'avons eu que des projets sur la métropole et aussi un petit peu humanitaire, donc principalement sur l'Afrique. Nous serions heureux d'avoir des projets en Outre-mer. Oui, évidemment. Alors, justement, aussi, on a parlé de ce que vous faites. Mais qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple? Là, on a parlé tout à l'heure donc des personnes auto-entrepreneurs, des églises. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, qu'on vous demande souvent, mais que vous ne pouvez pas répondre? Alors, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un projet centré sur une personne, mais il faut qu'il y ait un public. Voilà. Puisque nous sommes d'intérêt général, nous avons effectivement un devoir moral et un devoir aussi vis-à-vis de nos engagements par rapport à l'État, que ce soit d'intérêt général. L'intérêt général, ça ne peut pas être, comprenez par exemple un club de boulistes chrétiens qui va se réunir et puis qui nous dit on voudrait pouvoir construire un terrain. Et puis c'est un entre-soi où il va y avoir une quinzaine de bénéficiaires. Même si c'est un projet nouveau, ça va être d'un intérêt tout à fait limité, absolument pas universel ni d'intérêt général. Mais par contre, si on nous dit on a une association qui veut se tourner dans un quartier pour pouvoir faire sur l'ensemble des jeunes des activités sportives, là on est sur un projet d'intérêt général. Et à ce moment-là, donc une association peut présenter un projet à partir du moment où c'est tourné vers l'extérieur. Alors une fois qu'on a établi tous ces dossiers, on s'est inscrit, on répond aux critères de validité pour recevoir ces allocations. Une fois qu'on a fait tout ça, il se passe quoi? Il se passe que quand la décision est positive, nous informons donc très rapidement le président de l'association de l'accord. Nous lui envoyons donc la petite convention à signer dans laquelle ils acceptent effectivement qu'on parle du projet dans notre communication. Mais ils s'engagent également à parler de la Fondation comme un des partenaires de cette action. Et puis après, on demandera un compte-rendu de ce qui s'est passé avec un petit budget financier pour nous montrer effectivement que l'argent a été utilisé et qu'elle rentre dans le budget plus ou moins prévisionnel qui a été monté. Très bien. Alors, je reviens de nouveau vers Étienne Lermenot, donc je rappelle, président de la Fondation Oeconomia. Donc, vous m'aviez dit tout à l'heure que cette fondation répondait à un besoin, puisque vous vous êtes rendu compte qu'il y avait en effet des besoins économiques au sein du monde évangélique. Alors, est-ce que après donc un nombre de temps que vous avez créé cette fondation, est-ce que vous pensez avoir déjà commencé à répondre à cette demande? Alors oui, de toute évidence, puisque en très peu de temps, nous avions même des gens qui s'étaient préparés avant que la fondation soit tout à fait constituée. Nous avons eu des demandes, nous avons pu y répondre. Maintenant, comme nous n'avons même pas 1 an d'ancienneté, il est difficile de prendre la mesure exacte de l'aide que nous avons donnée. 100 000 euros distribués, ça peut paraître important, mais pour une fondation, ça reste pour l'instant un budget de démarrage. Parce que ce qu'il faut mettre en place maintenant, c'est que pour renforcer cette capacité, il faut aussi collecter des fonds. Toute association d'ailleurs qui a un projet éligible
et pour lequel nous donnons une subvention peut très bien diriger des donateurs vers la fondation pour dire, ben voilà, vous aurez avec la fondation des déductions fiscales que nous ne pouvons pas vous donner, mais si c'est pour le projet indiqué, ça nous permet d'aller plus loin. Nous, c'est association, et nous, la fondation, ben, ça nous donne des moyens supplémentaires pour aider l'association en question. Alors oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, là, je voudrais aussi dire que nous pouvons intervenir dans un domaine aussi particulier. Il y a parfois des associations qui ont acquis, après 40 ans, 50 ans d'existence, un certain nombre de biens immobiliers, mais dont le projet est en train de tomber en désuétude. Je vais vous citer un exemple. Nous avons eu, donc nous, un château qui avait été donné à l'association Les Toits de l'Espoir. Après avoir eu 40 ans d'exercice dans les colonies de vacances avec un grand succès, les temps ont changé. Aujourd'hui, on est davantage sur les centres de loisirs. Colonies de vacances donc, ont décliné et au bout d'un moment, finalement, il n'y avait plus que des mariages dans ce château et plus du tout un objet chrétien particulier tourné vers les autres. Et donc, les responsables de l'association se retrouvaient face à dire « mais qu'est-ce qu'on fait avec ce château? Qu'est-ce qu'on fait avec ce domaine ?» Et là, la fondation peut intervenir parce que les propriétaires de l'association avaient un objet vers lequel ils étaient dirigés et à un moment donné, l'objet tombe. Nous avons une diversité d'objets. Nous pouvons redéployer les choses. Et donc, dans cette association, nous avons décidé, par exemple, de refaire dedans, au château de la Guerche, une résidence senior. Vous en conviendrez avec moi, ça n'a rien à voir avec un projet pour des enfants. Et donc, il faut avoir un objet large pour pouvoir faire ça. Donc, la fondation est aussi capable de récupérer un bien, mais en le gardant dans une projection d'optique chrétienne pour le redéployer sur un objet nouveau. Et donc si nous n'avions pas d'objet nouveau, à ce moment-là on pourrait vendre le bien pour qu'avec les fonds on puisse en faire quelque chose, mais en tout cas c'est la garantie, parce qu'une association qui va se dissoudre, qu'est-ce qu'elle fait de son argent, qu'est-ce qu'elle fait de son château? Et on est parfois sollicité, encore modestement, parce qu'on n'est peut-être pas encore connu, mais dans cette potentialité pour des projets qui arrivent à leur terme, de pouvoir reprendre les biens pour les redéployer sur autre chose. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des besoins? Puisque finalement, quand j'écoute, j'ai l'impression que si on vous donne parfois des choses comme ça, des patrimoines, ben, ça vous fait que du bien et vous pouvez faire du bien en retour. Alors justement, est-ce que ces dons sont demandés de manière ponctuelle, etc. Mais est-ce que vous avez des demandes spécifiques tout au long de votre activité? Là, nous avons un projet actuellement qui est de réhabiliter le château de la Guerche pour en faire une crèche et puis un jardin d'enfants aussi pour accueillir des enfants handicapés. Nous avons besoin de fonds assez importants puisque le projet dans sa globalité, ce sera 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, il est vrai que si on avait des dons qui arrivaient prochainement, nous pourrions accélérer. Donc ce projet qui peut-être s'étalera normalement sur 5 ans pourrait effectivement se mettre en place beaucoup plus vite. Donc il y a déjà des demandes, enfin des besoins en tout cas identifiés chez nous. Le président parlait tout à l'heure de cet hôtel social dans lequel nous avons la potentialité de le faire. Là c'est pareil aussi, si nous avions des fonds, on pourrait avoir des projets assez rapidement. Donc nous avons des idées. Nous avons des projets et les donateurs peuvent venir vers nous. Ils peuvent, comme l'a dit aussi le président, flécher. Voilà, est-ce que c'est plutôt vers le domaine social, médico-social, ou s'ils veulent discuter avec nous, on peut leur présenter les différents projets que nous portons aussi en interne. Alors, quelle est l'importance d'être actuellement, on est sur le centre évangélique, je le rappelle, à l'espace Charenton. Quelle est l'importance pour Oeconomia d'être présent aujourd'hui? Alors, elle est double. Elle est double d'abord parce que c'est un lieu où nous rencontrons des décideurs du monde évangélique, des responsables d'union d'église, des responsables d'œuvres, etc. Et donc c'est un formidable endroit pour se faire connaître, pour faire connaître nos... Et j'étais sur le stand, nous avons un stand, j'étais sur le stand, les gens passaient, ne cessaient de demander mais est-ce que vous pourriez intervenir ici? Est-ce que vous pourriez intervenir là? Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir comme soutien, etc., etc. Donc il y a une aide, un intérêt tout à fait important à être ici. Deuxième chose, la Fondation Oeconomia est aussi un membre actif du centre évangélique lui-même. C'est-à-dire qu'elle est présente dans son conseil d'administration et elle est présente dans son comité d'organisation. Parce que ce salon est en train de grandir. Les locaux dans lesquels nous sommes sont trop petits
Et donc, il nous faut penser à l'étape suivante. Et le centre évangélique en tant qu'association a des moyens trop faibles pour envisager ce développement. Donc la Fondation vient là en renfort pour préparer les années à venir et pour qu'on migre dans un endroit beaucoup plus spacieux pour développer ce salon et probablement l'enrichir avec d'autres activités à côté. Voilà le projet. Oui. Effectivement, je le rappelle, hein, donc Oeconomia, donc l'une des structures, des œuvres qui sont fondatrices hein, aujourd'hui donc de ce CE, ce Centre évangélique 2023. C'est bien ça? Alors fondatrice, non, parce que le Centre évangélique dont je suis aussi membre administrateur date depuis 1948. Nous sommes arrivés cette année seulement en tant que fondation. Mais on est ce qu'on appelle partenaire majeur. Voilà, partenaire majeur de cette année en tout cas. C'est ça. Voilà. Et ça va continuer. Normalement, ça va continuer. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler très brièvement, il nous reste 2 minutes, donc des personnes qui ont déjà reçu hein, ces allocations. Tout à l'heure, on a un petit peu dit les choses avec donc Patrick Dudas. Agape Hub, par exemple. On a 28 rues, on a main tendue, bref. Est-ce qu'on peut parler un peu des associations qui ont déjà reçu? À quoi elles ressemblent en général? Est-ce qu'elles sont du même secteur ou elles sont vraiment diverses et variées? Très diverses. Moi, je vais parler d'Agape Hub que je connais. Agape Hub, c'est donc une branche d'Agape, une association qui fait de l'évangélisation. Et Agape Hub a une galerie d'art en plein Paris. Et donc organise régulièrement des expositions artistiques, peinture essentiellement, sculpture. Et donc, dans le cadre d'une de ces expositions, ils nous ont demandé, un peu particulière, ils nous ont demandé un soutien. Nous avons été heureux de leur accorder parce que cet aspect artistique et culturel fait partie des 5 domaines où nous pouvons intervenir. Maintenant, je vais passer la parole plutôt au secrétaire général. La main tendue, par exemple. Ça, c'est une association du Havre. Rien à voir avec de l'activité artistique. Alors très rapidement, puisqu'il nous reste moins d'1 minute, mais allez-y. Oui, voilà, il y a des projets très diversifiés. Et là, on était sur un projet effectivement artistique. Et il y a d'autres projets qui sont à vocation sociale. Donc on a des projets sociaux qui ont été effectivement déclinés et d'autres qui sont humanitaires. En tout cas, merci. Merci d'être venu hein, sur le plateau de Graphie TV, ici, au Centre évangélique, à l'Espace Charenton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV, de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris sur ce domaine de l'économie. Restez avec nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et je vous dis d'ici là, Kimbered et Papet Filazote.